Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfois. À moins de ne pas avoir ouvert la télé, la radio ou un journal depuis 2019, vous connaissez tous notre invité, le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille, qui nous a accompagnés et rassurés tout au long de l'épidémie de Covid. Directeur de la Fondation Alzheimer, vous êtes venu également ici à Radio G à plusieurs reprises faire le point sur cette maladie neurodégénérative si redoutée qui touche autour de 1,2 million de personnes en France. Mais c'est aujourd'hui pour votre expertise en génomique que vous êtes notre invité. Vous êtes l'auteur d'une BD ludique, instructive, nécessaire, La génétique au cœur chez Dargaud, illustrée par Héloïse Chauchois, dans laquelle vous expliquez avec rigueur et clarté les notions élémentaires de cette spécialité médicale en décrivant les progrès, les enjeux présents et à venir. Et vous en profitez pour lancer également un cri d'alarme contre les dérives et les risques, en l'occurrence la pratique de tests génétiques récréatifs qu'on peut facilement obtenir pour quelques centaines d'euros et dont les conséquences psychologiques sont loin d'être toujours anodines lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de tout accompagnement scientifique ou médicalisé. Bonjour, professeur Philippe Amouyel. Pardon pour cette introduction un peu longue. Bonsoir, docteur Serge Rafal. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Eh bien, je vous passe la parole pour la première partie de notre magazine Réfois. C'est à vous. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Professeur Amouyel, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour aborder un autre volet de votre expertise véritablement protéiforme. Comme l'a dit Nicolas, ce n'est pas l'épidémiologiste que nous recevons aujourd'hui, ni le président de la Fondation Alzheimer, encore que nous évoquerons le Covid et cette maladie redoutée dans la deuxième partie de notre émission. Nous recevons en effet l'expert en génomique, nous allons expliciter ce terme, je rassure immédiatement nos auditeurs, et comprendre ce qu'est la génétique, la génomique, le génome, l'intérêt majeur des tests génétiques médicalisés, leur danger lorsqu'ils sont pratiqués de façon, je dirais, sauvage. La génétique, c'est quoi? La génétique, c'est en fait une science qui analyse ce qui fait en fait un de nos patrimoines humains essentiels, qui sont nos gènes. Alors on en parle beaucoup, on parle de gènes, d'ADN, mais vraiment ce qui est important, c'est ce que finalement on transmet de génération en génération à nos enfants. Et la génomique? Alors la génomique, c'est un terme qui est apparu par la suite, qui recouvre l'ensemble bien sûr de l'analyse génétique, mais également d'autres choses qui sont en lien avec les gènes, plus que la transmission, qui sont la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils sont organisés, et ce grâce à des développements technologiques majeurs qui sont survenus à peu près depuis le début de ce siècle, qui permettent aujourd'hui d'analyser très rapidement, en quelques heures, près de 3,5 milliards de molécules qui définissent notre patrimoine génétique complet. C'est ça qu'on appelle la génomique. L'objectif médical de la génomique, c'est? Alors, il faut savoir que n'importe quelle maladie, quelle qu'elle soit, même le Covid, même des maladies infectieuses, ont à la fois une part d'environnement, dans le Covid, c'est le virus, mais également une part individuelle. Et cette part individuelle, c'est la façon dont notre corps réagit, et cette notion de susceptibilité à développer certaines maladies est essentiellement portée par notre génome. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse au génome, pour essayer de mieux comprendre qui va être sensible. Si je prends l'exemple du Covid, pour y revenir, il y a des personnes qui font des formes ultra sévères. On commence à réfléchir, à essayer de les identifier grâce en particulier à la génomique, si certains ont des malheureusement prédispositions génétiques à le faire par leur patrimoine HLA, par leur système immunitaire. Si on peut les détecter avant, on pourra les protéger en priorité. Le génome, vous avez prononcé ce mot pour nos auditeurs. C'est quoi le génome? Alors le génome, c'est une façon scientifique de parler de l'ensemble de l'ADN qui est dans nos cellules et qui en fait va porter toutes ces informations de susceptibilité, de création d'individus, du fait que une cellule de l'œil, c'est une cellule de l'œil, c'est pas une cellule du foie, et ainsi de suite. En médecine, quelles sont les raisons de pratiquer une analyse génomique? Alors, il y a tout d'abord ce qui est relatif à la transmission. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle des maladies héréditaires, c'est-à-dire qu'elles se transmettent de génération en génération, avec souvent, suivant la nature de cette maladie, des personnes atteintes à chaque génération, ou parfois une génération sur deux. Dans un cas, on parle d'affection dominante, et dans l'autre, d'affection récessive. En fait, on a découvert aujourd'hui que ces affections qui se transmettaient, on pouvait identifier les gènes qui étaient transmis. Si on arrive à trouver les anomalies que l'on a dans ces gènes, à ce moment-là, on peut prévoir, par exemple, dans un diagnostic qu'on va appeler prénatal,
si l'enfant à naître est porteur de la mutation qu'aurait un de ses deux parents, avec les hypothèses, les conséquences en fonction des parents de ce qui sera possible de faire. De même, quand on traite certaines maladies du sang en particulier, on sait aujourd'hui identifier les mutations qui sont associées à ces maladies du sang et avec des technologies qui sont encore débutantes, essayer de les corriger. Alors vous avez prononcé le mot ADN et c'est vrai que quand on parle de génétique, on évoque l'ADN. Pendant le Covid, on a beaucoup parlé de l'ARN. Vous pouvez nous expliciter ces deux termes? Alors l'ADN, c'est en fait nos gènes. On va dire c'est le format de conservation de l'information. Donc on a une espèce de grosse banque d'informations qui contient beaucoup de choses sur nous. Et puis à un moment, vous ne vous servez pas de toute la banque en même temps. Vous servez de petits bouts de la banque. Donc vous allez chercher ces petits bouts grâce à l'ARN. Par exemple, si vous êtes dans une cellule du foie, cette cellule du foie va contenir l'ADN de l'ensemble de votre corps, tout l'ADN complet. Mais ne vont fonctionner dans cet ADN que les parties qui sont en lien avec le foie. Et donc, ça va fonctionner par justement la production de ces ARN qui vont être actifs dans la cellule. Le virus du Covid, c'était? Alors, le virus, c'est un peu différent. C'est parce qu'en fait, il existe des différentes formes de virus. Virus, c'est vraiment un petit bout de matériel génétique dans un peu de lipides tout autour, un peu de graisse tout autour, pour parler simplement. Mais il y a des virus qui contiennent de l'ADN, il y a des virus qui contiennent de l'ARN. Alors l'intérêt du virus ARN, c'est d'être actif beaucoup plus vite, puisque la copie d'ARN qui va justement être active est présente, et c'est le même principe que ce qu'on a fait pour les vaccins. Les vaccins, c'était des vaccins anti-RNA, donc c'est le même principe, sauf que là, on prend la molécule qui va justement apprendre à notre corps à reconnaître le virus. On parle de l'ADN, les chromosomes. Vous pouvez nous dire un mot donc sur ça? Alors l'ADN, si théoriquement on pouvait l'étendre, c'est une molécule, elle ferait à peu près 2 mètres de long. Donc il y a un ruban de 2 mètres de long qui est embobiné dans notre cellule. Et pour que ça tienne dans la cellule, il faut le compacter. Et la façon de le compacter, c'est de le mettre sous des formes plus denses qu'on appelle des chromosomes. À tel point qu'on peut les voir avec un microscope, on va dire relativement banal. On fait ce qu'on appelle des karyotypes pour voir nos chromosomes. Et c'est là qu'on se rend compte, par exemple, que certains gènes sont sur certains chromosomes. Il y a une maladie qui est la trisomie 21. Dans ce cadre-là, le chromosome 21 est à 3 copies, à une copie de plus que le gène. Donc ça nous permet à la fois d'identifier les maladies, mais également à l'ADN de se compacter pour passer d'une cellule à l'autre. Quelles sont, professeur Moyel, les grandes fonctions de l'ADN? Donc, c'est la formation de protéines. Alors, les grandes fonctions de l'ADN, c'est tout d'abord de conserver l'information. Conserver l'information et la transmettre. Alors, pour faire ça, 3,5 milliards d'informations, c'est beaucoup. Il ne faut pas se tromper quand on les transmet. Donc, 20 000 gènes, je crois. 20 000 gènes, oui, mais il faut savoir que 20 000 gènes, c'est pas beaucoup dans le règne animal. Vous prenez un grain de riz, il y en a plus de 100 000. On peut discuter pourquoi. C'est impressionné par les chiffres. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres. Je prends juste un exemple. Vous, 20 000 gènes, pourquoi? Si on fait une parenthèse là-dessus, ça peut intéresser nos auditeurs. 20 000 gènes parce que quand vous avez besoin de manger, vous prenez votre voiture ou votre vélo et puis vous allez chercher à l'épicerie d'à côté. Imaginez le grain de riz dans sa vie qui reste planté dans sa rizière. Il ne peut pas faire ça. Donc, il a besoin de produire tout ce qui va lui permettre de transformer ce qui est autour de lui pour survivre. D'accord? Donc, plus l'élément est fruste, moins le nombre de gènes est important. Pour revenir donc à la fonction de cet ADN, il a donc cette importante mission de conserver l'information et de la transmettre, sans trop faire d'erreurs. Et pour ça, il est à 2 copies. Chacun de nous a 2 copies. Des fois qu'une copie soit pas la bonne, on a toujours une copie de secours pour fonctionner. C'est la raison de l'hélice. Alors, en fait, il y a 2 copies, et ces 2 copies, elles sont, c'est la deuxième fonction, complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a une copie qui est dans un sens, une copie qui est dans l'autre, et elles sont collées chimiquement toutes les deux. Ce sont les mêmes. Mais ce sont les mêmes, mais l'une est complémentaire de l'autre. À chaque fois qu'on a une certaine information, on a l'inverse de l'information. Ça permet encore mieux de les sauvegarder. Et puis, dernier point, pour pouvoir se mettre dans un chromosome, il faut qu'ensuite, tout ce ruban se mette sous forme condensée. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se tord pour faire une espèce de double hélice. Alors, pourquoi double? Parce qu'il y a les 2 copies. Hélice, c'est sa forme qui ensuite va se compacter pour faire les chromosomes. Le séquençage? Le séquençage, c'est la façon de savoir ce qu'il y a dans notre ADN. Votre ADN, en quelque sorte, enfin le mien, le nôtre, celui des plantes, celui des animaux, il est composé d'une succession de 4 lettres. C'est pas beaucoup. 4 lettres, vous faites un individu dans différents ordres qui permettent de définir ce qu'on appelle le code génétique. C'est la lecture de ce code génétique qui nous dit exactement à quoi correspond ce qui est conservé dans notre ADN. Et pour le lire, on a ce qu'on appelle un séquenceur d'ADN, un appareillage de nanotechnologie ultra sophistiqué qui vous permet de lire 3,5 milliards de ces molécules
dans un temps qui est de l'ordre de 6 à 12 heures à peu près. On a du mal à comprendre, le professeur Moyel, parce que l'ADN de deux individus est à 99,5% identique, et finalement, les variations viennent des 0,5% restants qui assurent la diversité de chacun. Tout à fait. Mais si vous regardez les grands primates, la différence, elle est de 0,5% en plus. Donc finalement, il n'y a pas tellement de différence. C'est-à-dire qu'on a un mode commun qui correspond à une base biologique que vous retrouvez à peu près dans tout le règne animal et dans tout le règne végétal. Il y a un peu différent en règne animal et végétal, mais dans tout le règne animal tout au moins. Et après ça, il y a 5 à 6. Mais rappelez-vous, c'est 3 milliards et demi de bases. Même si vous prenez 2% de 3 milliards et demi de bases, ça fait encore beaucoup de variations possibles. Et non seulement c'est des variations individuelles, mais c'est des variations qui sont combinées entre elles. Donc, il y a un éventail de diversité qui explique la diversité humaine, qui est absolument, alors je dirais pas infini parce que c'est pas possible, mais gigantesque. Quels sont, alors, avant d'évoquer les dangers dont vous parlez dans votre BD, la génétique au coq, quand fait-on un test génétique? Alors, en France, ne sont autorisés que 2 types de tests génétiques dans certaines conditions. Enfin, 3 dirais-je. Le premier, c'est dans le cas d'une enquête où on a besoin de savoir qui est l'individu ou quelle est la filiation de cet individu. C'est sur commission rogatoire, c'est spécifique, ça rentre dans un cadre très contraint. La deuxième, c'est tout ce qu'on appelle la génétique médicale, où là on utilise ces informations pour mieux connaître les maladies héréditaires dont sont affectés les gens, mieux les prévenir, mieux les traiter. Dernier point qui est également autorisé en France, c'est la recherche. La recherche sur la génétique et sur la génomique est un élément important de l'avancée des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, de la meilleure compréhension du risque des individus. Au-delà de ça, ce n'est pas possible. En France, contrairement à la plupart des pays dans le monde, et en particulier des pays européens à l'exception de la Pologne, il est interdit de réaliser ce type de test. Mais on peut quand même les faire. Alors après, pour interdire quelque chose, il faut pouvoir contrôler cette chose, qui est relativement difficile, et en particulier à l'ère d'Internet, où vous pouvez aller sur des magasins en ligne qui vont vous proposer, à des prix défiant toute concurrence, des analyses génétiques. Alors, on y viendra après. Je voudrais que vous nous expliquiez l'intérêt de l'ADN, par exemple, en cancérologie. Donc, ça a bouleversé cette spécialité. Oui, alors on s'est rendu compte que le cancer de Monsieur X n'est pas le même cancer que celui de Monsieur Y. Et ces différences spécifiques pour quelque chose qui ressemble à une même maladie dans un même organe sont liées à notre patrimoine génétique et au patrimoine génétique que crée la tumeur. Parce que la tumeur se développe, prend sa propre autonomie, c'est malheureusement ce qui va finir par nous tuer. En revanche, elle développe son propre ADN. Maintenant, on sait aller... Ce qu'on apprend dans votre livre, et effectivement, c'est ma surprise. C'est-à-dire que l'ADN de l'individu, c'est pas tout à fait celui de la tumeur. L'ADN de la tumeur, bien que la tumeur vienne de l'individu, l'ADN de la tumeur est différent de celui de l'individu. Et à partir de cette information, on voit des sensibilités différentes de la tumeur aux médicaments, qui sont des médicaments qu'on dit antimitotiques à effet extrêmement sévère et effet indésirable important. Et donc, ça permet de savoir si la personne, en fonction du profil génétique de la tumeur, sera sensible à tel ou tel médicament. Donc on ne donne plus les médicaments à l'aveugle, on le donne précisément, ce qui permet d'avoir une chance de traitement plus efficace, mais également une diminution des effets indésirables. La chirurgie est moins lourde et les traitements sont plus ciblés. Et c'est ce qu'on appelle en fait la médecine dite de précision, parce qu'on va... Pour donner un médicament, c'est pas juste parce que vous avez de la température, vous avez un cancer. On vous donne du médicament parce que vous serez, vous-même, plus à même d'y répondre en fonction de votre patrimoine génétique et de celui de votre tumeur. Le cancer du sein est très très fréquent. Vous pouvez nous dire un mot sur le BRCA? Alors, le BRCA, BRCA1, il y en a 2 déjà. Il y a le BRCA1 et le BRCA2. Ce sont des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Certaines personnes, malheureusement, ont des mutations dans ce gène, et en particulier, que ce soit les hommes ou les femmes, ces mutations sont associées à une grande fréquence de cancer du sein, de cancer de l'ovaire chez la femme, et chez l'homme, de cancer des testicules et de cancer de la prostate, et de cancer du sein également. Donc en fait, ça nous a permis d'identifier dans à peu près 10% des cas de cancer, des mutations dont on sait que lorsqu'on en est porteur, malheureusement, on va avoir le risque de développer à peu près à 40, 50, voire 60%, un cancer du sein à un moment de sa vie. Il y a un exemple très particulier, qui est celui d'une actrice qui s'appelle Angelina Jolie,
chez qui, dans une histoire familiale complexe où sa mère avait eu des cancers du sein et d'autres apparentés, sa mère et la grand-mère, je crois aussi, décide donc de se faire tester. Elle a les gènes, et à ce moment-là, des études ont montré que pour essayer de réduire le risque et de le ramener à celui de la population générale. C'est-à-dire que la probabilité est trop grande de développer un cancer, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle avait ce gène BRCA1, elle avait entre 60 et 70% de développer un cancer tout au long de sa vie. Et il y a une solution qui est ce qu'on appelle la mammectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'on enlève le tissu mammaire. Alors, on le reconstruit, bien sûr, c'est pas... On verra tout à l'heure avec le Dr Mitz, oui, dans la deuxième partie de l'émission. On reconstruit ce sein, et à ce moment-là, le risque retombe à celui de la population générale, qui est l'ordre de 5 à 5% dans sa vie. Donc finalement, c'est une véritable prévention grâce à cette génétique dans les cancers. Mais une mammectomie préventive. Tout à fait, c'est une mammectomie préventive, oui. Alors, la génétique est utile dans d'autres domaines, là, vous l'expliquez dans le livre. Alors, on a parlé de la cancérologie, vous évoquez la résistance aux antibiotiques, par exemple, en prenant le cas de la tuberculose. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que les bactéries qui nous attaquent, aujourd'hui, on a le moyen de les maîtriser. Les maladies infectieuses, au moins dans nos pays, ont régressé énormément. On leur donne des antibiotiques et ça les détruit. La seule chose, c'est que... la nature étant ce qu'elle est, elles apprennent à résister à ces antibiotiques. Pourquoi? Parce que certaines de ces bactéries, dans leur propre génome, voient apparaître des mutations spontanées qui leur donnent une résistance. Et finalement, quand vous détruisez toutes celles qui ne sont pas résistantes, il ne reste plus que celles qui sont résistantes. Et le jour où vous réutilisez votre antibiotique, il ne marche plus. Et c'est un phénomène, en particulier dans une maladie comme la tuberculose, qui est longue, difficile à traiter, qui apparaît de manière importante, en particulier dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, le problème de la résistance à la tuberculose est un problème qui touche, par exemple, les pays de l'Est, l'Ukraine est très soumis à ça, certains pays d'Afrique et un peu partout dans le monde. Donc, si on n'arrive pas à traiter de manière correcte en contournant ces résistances, on va avoir des répercussions épidémiques de cette maladie. Mais on sait aujourd'hui séquencer l'ADN de ces bactéries de tuberculose, et en séquençant, on a associé les mutations aux résistances. Donc, vous avez une bactérie. Généralement, pour savoir si c'était une bactérie tuberculeuse, il fallait la mettre en culture, ça prenait 6 semaines. Là, vous faites une séquence. Ensuite, il fallait remettre 6 semaines en culture pour les antibiotiques. Et au bout de 72 heures, vous avez la bactérie, le nom de la bactérie, en particulier la tuberculose, et les médicaments auxquels elle est résistante et donc ceux auxquels elle est sensible. Donc en 72 heures, vous traitez plus rapidement et on va de ce fait-là maintenant réduire. Alors c'est des tests qui sont actuellement en développement, certains sont déjà sur le marché, mais qui vont permettre de juguler cette épidémie de tuberculose multirésistante. Vous expliquez également la préservation de la biodiversité chez les grands singes qui sont protégés pour éviter par exemple la consanguinité. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand une espèce commence à disparaître, si on veut la maintenir, il faut éviter que certains individus se reproduisent avec d'autres. Pourquoi? Parce que tous, même nous, on porte des gènes de maladies qui sont à l'état récessif, c'est-à-dire qui ne s'expriment pas, mais qui s'exprimeront que si les deux parents en sont porteurs. Et à ce moment-là, on peut essayer de conserver des cheptels. Ça a été fait pour les outardes, ces oies sauvages du Maroc. C'est fait pour les grands singes, c'est fait pour certains animaux, pour justement maintenir la biodiversité. Alors, on en vient maintenant au danger, qui est une grosse partie de votre ouvrage, peut-être même une des raisons de ce livre, les tests récréatifs ou sauvages. Et vous dites qu'ils peuvent fournir des informations inattendues, contrariantes, dérangeantes aux conséquences dramatiques. Alors oui, pourquoi? Parce que il faut bien se rendre compte que les informations que nous, on détient en matière de médecine, on les indique, c'est-à-dire qu'on les utilise à bon escient, on les fait dans un certain contexte médical, voire contexte psychologique, parce que la transmission d'anomalies est un vrai problème psychologique, et ensuite on entoure les gens au moment du traitement et de la prise en charge. Là, vous êtes seul, devant votre ordinateur, vous achetez avec votre carte bancaire pour 100-150 € un génome. Alors je ne vais pas dire que c'est un génome complet, mais un génome qui mesure votre généalogie, qui mesure votre état de santé, qui mesure des éléments de prévention, mais ils vont mesurer des gènes comme les gènes de la maladie d'Alzheimer, des gènes de ces cancers du sein, et à un moment, vous allez vous retrouver avec vos résultats, tout seul devant votre ordinateur, et vous apercevoir que vous avez, par exemple, c'est Chris Hemsworth, typiquement, l'acteur australien qui joue Thor chez Marvel, vous allez vous retrouver avec 2 gènes qui augmentent votre risque de maladie d'Alzheimer multiplié par 20. Et vous faites quoi avec ça après? En sachant qu'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de prise en charge. Donc, vous allez avoir une vie qui va être un vrai cauchemar. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, et on l'a vu récemment, c'est que
$150 ou 150 €, c'est pas très cher pour faire ce genre de test. Alors, ils sont pas chers, mais c'est pas aussi peu cher que ça. Donc, ça veut dire que... Certains les font pour avoir leurs origines géographiques, par exemple. Par exemple, oui, c'est ça, de savoir d'où ils viennent. Ça peut être fait, mais c'est fait à des prix tellement bas qu'il faut se demander quel est le modèle économique derrière ces entreprises privées qui développent ça. Souvent, ce qui est intéressant... Vous dites qu'ils le font à perte, parfois. Alors, ils le font à perte, mais ils le font pas à perte. Vous posez la question de savoir pour quelles raisons ils le font. Oui, ils vendent les fichiers après. Voilà, c'est ça. Après, ils commencent à avoir des populations assez larges. Aux États-Unis, c'est près de 20 millions d'Américains qui se sont fait tester, qui vont permettre de commencer à avoir des statistiques sérieuses à partir de votre génome. Si je veux faire ça en France, moi, avec mes études, ça va me prendre du temps, il va y avoir la CNIL, il va y avoir des autorisations. Là, les gens viennent vers eux, et même ils payent un peu pour ça, et après, ils ont des bases de données. Il faut voir qu'un certain nombre de grands organismes privés sont au conseil d'administration de ces sociétés, sont des investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est de l'information. On est dans un siècle d'information. Il n'y a pas que l'information sur Internet, mais notre propre information a une valeur. Et vous évoquez les dérives possibles. Alors vous dites, par exemple, le problème d'un prêt bancaire, et le banquier pourrait poser la question d'un éventuel test génomique, a fortiori s'il est bidon et infirmé par un examen ultérieur. Donc on peut se retrouver dans une situation ubuesque pour un test qu'on aurait fait pratiquer et qui serait peut-être faux d'ailleurs. C'est la plus grande crainte des Américains quand ils font ce genre de test. Pourquoi? Parce que leurs assurances, elles sont très conditionnées. Alors, en France, c'est moins développé. Ça veut dire que l'intérêt de l'assureur, c'est que votre risque de tomber malade soit le plus faible. Sinon, ils ne vous assurent pas, ou alors, ils vont vous assurer à des tarifs exorbitants. Donc, si ils ont, avec une très grande probabilité, la notion de si vous allez développer ou pas une maladie, soit ils ne vont pas vous assurer, soit ils ne vont pas vous donner de prêt, soit ils vont vous faire payer extrêmement cher cette protection. Donc c'est un vrai risque là, au niveau individuel. Vous racontez là, dans votre BD, lors d'un entretien d'embauche pour un travail où le relationnel est important, il y a un test génomique qui a été pratiqué par le père et qui évoquait d'éventuels troubles du comportement qu'il aurait pu transmettre. Alors oui, là j'ai poussé le bouchon le plus loin possible dans la logique. On est aujourd'hui à un stade où c'est les problèmes assurantiels qui sont mis en avant aux États-Unis, mais si vous poussez la logique de ces informations et de l'usage erroné que l'on peut en faire pour des mauvaises compréhensions, à ce moment-là, on peut aller dans des directions absolument effarantes. Voilà, on aura compris que l'identité génétique ne doit pas être réalisée sans raison médicale et sans raison tout court. Ça n'a vraiment rien de récréatif. Professeur Amoyel, je vous remercie beaucoup. Et on retrouve le professeur Amoyel dans la deuxième partie de Réfoy le Mag, la génétique au cœur, paru chez Dargaud. Philippe Amoyel et Héloïse Chauchois nous proposent cette bande dessinée récréative, on peut dire ça quand même. Documentaire. Et on continue d'en parler dans la deuxième partie. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour et en compagnie du professeur Philippe Amouyel, la génétique au cœur, paru chez Dargaud, une bande dessinée documentée et documentaire avec Héloïse Chauchois. D'où vient, alors je ne sais pas, où vais-je, alors ça c'est impossible de le savoir, mais on a quand même appris qu'à 99,5%, on pouvait quand même le savoir. Comment les êtres humains peuvent se reconnaître alors que les grands primates n'arrivent pas? Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? S'il n'y a que 0,5% d'incertitude, parce que les singes, ils se reconnaissent, mais comment font-ils? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Alors, est-ce que c'est la reconnaissance psychologique ou est-ce que c'est pour nous la reconnaissance génétique? Sur la reconnaissance génétique, nous, on a des marqueurs, entre guillemets, d'espèces, des grandes espèces animales. Alors, on sait qu'on va reconnaître un oiseau sur un ADN d'oiseau. D'ailleurs, c'est très utilisé par les douanes pour savoir si vous avez bien fait, surtout à cette saison, du foie gras de canard et pas du foie gras de je sais pas quoi. Donc on arrive à typer vraiment les espèces. Même chose, c'est les grands singes. En fait, la différence, c'est la différence des mutations génétiques. Tout ce qui est grosso modo identique fait à peu près 99%, parce que un grand singe, ça ressemble beaucoup à un être humain. Donc voilà. En revanche, il y a énormément de choses qui diffèrent, et ces choses qui diffèrent sont vraiment dans les détails sur certaines mutations. Donc nous, on va les reconnaître. Après qu'ils arrivent à se reconnaître,
c'est une autre reconnaissance d'espèce qui relève du psychologique et de l'apprentissage et de certains éléments endocriniens plutôt. Est-ce que chez nous, les empreintes digitales, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la génétique? Je sais qu'elles sont nées, elles ont beaucoup aidé. Il y a une série remarquable en ce moment, sur Netflix. Non, c'est sur le service public Sambre, sur le plus grand violeur de l'histoire, un violeur en série, et qui a aidé. C'était au moment de Guy Georges que le fichier national des empreintes digitales est né, donc qui a permis de confondre Guy Georges et ce Dino Scala, le violeur en série finalement, qui a été reconnu grâce aux empreintes digitales. Comment est-ce qu'on faisait auparavant? Je crois que le premier c'était Bertillon, Alphonse Bertillon, début du XXe siècle, le premier Français qui a trouvé une manière de déceler un peu le gène chez les tueurs en série de l'époque. Est-ce que les empreintes digitales, c'est de la génétique? Alors, les empreintes digitales, pardon. Alors, c'est de la génétique. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'analyse de la transmission de ces empreintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les reconstituer à partir d'informations génétiques. Il n'y a pas eu d'association de ce type-là. Maintenant, on devrait pouvoir y arriver avec l'intelligence artificielle, de l'analyse d'images, des choses comme ça. C'est surtout de l'identification. La particularité, c'est qu'elles sont uniques pour un individu. C'est ça le point qui est important. Pourquoi est-ce qu'on est passé au gène? Parce que là encore, ça peut être unique pour un individu. Mais dans certaines conditions, on a des chances de se tromper. Parce que quand on fait une empreinte génétique, contrairement à une empreinte digitale, dans l'empreinte digitale, vous enregistrez toutes les empreintes des différents doigts. Dans une empreinte génétique, vous prenez que des petits morceaux d'ADN, vous n'allez pas faire un séquençage complet. Donc vous avez des chances quand même, avec 99% d'identité, de vous tromper. Mais on fait en sorte d'avoir des gènes qui font que vous vous trompez avec une probabilité qui est largement inférieure au nombre d'individus sur Terre. Aujourd'hui, on considère grosso modo qu'il y a 10 milliards d'individus. Vous pouvez vous tromper sur une analyse génétique, mais ce sera à beaucoup moins de une chance sur 10 milliards. Donc autant dire que c'est absolument certain. Vous avez parlé dans la première partie de Réfois, avec le docteur Serge Rafal, de ces tests récréatifs. Alors j'avais un autre chiffre, vous aviez parlé de 150 €, je crois, dans la première partie, et puis on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens, même pour plus de 2000 € qui font des IRM corps entier. Pourquoi ce serait... en quoi ça peut être embarrassant de faire des IRM corps entier si ce sont des personnes qui ont les moyens de se le faire? Pourquoi ce serait embarrassant? Je pense que j'ai pas dit IRM corps entier. Moi, j'ai parlé de génome corps entier. Mais faire des IRM corps entier, ça peut avoir un certain intérêt. C'est-à-dire que... Mais on peut se retrouver dans la même situation, professeur Amoyel, avec des images qui n'auraient pas évolué. Par exemple, des lésions qu'on voit sur l'IRM mais qui n'auraient peut-être pas évolué. Alors, c'est ce qu'on appelle sur les IRM les incidentalomes. C'est-à-dire c'est des images qui apparaissent incidemment, auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, il y a deux points particuliers. C'est-à-dire que si vous faites une IRM, je ne sais pas moi, pour votre ventre ou pour vos intestins, et qu'à ce moment-là, en tombant sur votre foie, on trouve quelque chose dans le foie, bien sûr, ça va générer un certain nombre de problèmes. Mais ce que vous pouvez faire, si besoin était, c'est explorer cette anomalie. Et faire en sorte que vous allez peut-être prévenir quelqu'un qui avait un cancer débutant du foie, chez qui il n'y avait pas encore de symptômes. Donc, l'intérêt de faire une IRM corps entier, sous réserve de la résolution de cette IRM, vous savez qu'elles sont de niveaux différents par rapport à cette évolution, ça vous permettrait éventuellement de diagnostiquer un cancer du poumon que vous ne voyez pas, une tumeur que vous ne voyez pas. Donc là, il peut y avoir un intérêt clinique, mais il ne faut pas le faire sur Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire dans un contexte médical qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir interpréter. Pourquoi? Parce qu'on sait un certain nombre de choses. On n'est plus au niveau moléculaire, là, au niveau organique, au niveau qu'on dit paraclinique, et là, on sait qu'on peut faire des choses. C'est un outil quotidien, l'IRM. L'ADN, pour l'instant, on n'en est pas encore là, parce qu'on détecte des maladies pour lesquelles on n'a absolument aucune solution. Aujourd'hui, on diagnostique plus que l'on ne traite grâce au génome. Le jour où on aura inversé la tendance, là oui, ça vaudra peut-être le coup d'avoir son ADN. Pour l'instant, non. Donc embarrassant parce que ça ne se traite pas, ça se diagnostique, mais ça ne se traite pas, c'est en ce sens qu'on peut dire... Alors, pourquoi est-ce qu'il est embarrassant? Parce qu'on va vous donner un diagnostic, vous allez rentrer chez vous, et quand on va vous dire qu'est-ce que je peux faire contre, on va vous dire pour l'instant, dans les connaissances actuelles du monde médical, rien.
parce qu'on est dans une ère, dans une époque où celle de l'homme qui s'augmente, de l'homme augmenté, les gens veulent savoir. Il y a de plus en plus de gens quand même. Les dépistages se font un peu plus tôt, les gens veulent être mis au courant, ils vont chercher souvent sur Internet, puisque vous aviez employé ce mot d'Internet, donc ils veulent un peu diagnostiquer. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, et cette bande dessinée plus exactement. C'est que vous ne pouvez pas empêcher les gens de savoir. Hein. Heureusement, on est un pays démocratique, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais le bon savoir. Pas forcément. Il faut que les gens sachent ce que savoir va leur apporter à ce moment-là. Quels sont les risques qui sont associés. Et après, les gens sont libres de faire la balance bénéfice-risque. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas ses parents. C'est une obsession de sa vie, pour beaucoup d'entre eux, de savoir qui sont ses parents. Biologiques, tout au moins. Donc, à ce moment-là, le rapport bénéfice-risque de mon angoisse permanente que j'ai avec la réponse que va pouvoir m'apporter l'ADN en retrouvant éventuellement mon parent biologique, est en faveur de réaliser le test. Autre exemple, vous êtes là, vous faites un test parce que vous vous dites « j'ai 30 ans, il ne peut rien m'arriver dans la vie ». Ok, on va juste vérifier qu'il ne peut rien m'arriver dans la vie, vous ne pouvez même pas penser que vous allez tomber malade. Vous allez faire un test génétique et la probabilité que chacun d'entre nous dans cette salle porte des dizaines de maladies qui peut-être ne s'exprimeront jamais dans votre vie, et c'est ça le point, fait en sorte que si vous savez par exemple que vous avez les gènes associés à la maladie d'Alzheimer, c'est pas 100%, ça veut pas dire que vous allez la développer, mais quand même, ça va vous mettre un coup au moral de savoir que dès 45 ans, vous avez commencé à oublier les noms propres, ça plus savoir vous avez mis vos lunettes, vous avez garé votre voiture, vous allez vous dire aïe, ça y est, ça commence, et vous allez vivre des angoisses insupportables. C'est aussi une des raisons, c'est ok de savoir, mais sachez les conséquences que vous apportera ce savoir. Alors, puisque vous parlez de la maladie d'Alzheimer, je ne résiste pas au fait de vous poser cette question à vous, professeur Amouyel. Ça touche, on l'avait dit dans le sommaire, plus d'1 million de personnes en France, 1,2 million. Probablement plus, d'ailleurs. Ouais, avec 225 000 nouveaux cas par an et possiblement 2 millions de personnes en 2040. J'ai déjà la réponse puisque vous venez en partie de la donner. C'est à la fois la maladie d'Alzheimer, le symbole des progrès de cette médecine avec un allongement de l'espérance de vie et en même temps ses limites, voire son échec à cause du manque de prévention, du manque de traitement. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions dans la notion. Tout le monde ne fait pas une maladie d'Alzheimer. Ça c'est un élément important, c'est assez récent. Ça date du milieu du siècle dernier où on pensait que dès qu'on vieillissait, ben voilà, on allait avoir des troubles des fonctions intellectuelles. Faux, il y a des gens... Alors, c'est comme les sportifs, quoi. Ils sont moins vifs, ça court moins vite, mais ça pense toujours aussi bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on sait que c'est une maladie, donc on va trouver des moyens de la traiter. C'est compliqué, c'est le cerveau, on ne va pas pouvoir la traiter. Et donc finalement, cette espérance de vie qui augmente, l'important, c'est justement de faire en sorte que tout le monde vive le plus longtemps possible, le mieux. On n'a pas de traitement aujourd'hui efficace pour supprimer la maladie. Bon, il y a des traitements qui apparaissent, mais voilà, c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème, et ça ne le résoudrait avec ces traitements que pour ceux qui sont à des stades très très précoces de la maladie, pas des gens qui sont dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite. Donc ce dont on s'est aperçu, c'est que on avait l'impression quand même que le nombre de malades diminuait à cause d'effets de prévention indirects qu'on n'avait pas perçus. Par exemple, l'augmentation du niveau d'éducation des populations fait en sorte qu'on repousse l'âge de début plus tard. Le fait d'avoir une activité physique, le fait de corriger ces troubles des sens, c'est-à-dire la presbyacousie ou la presbytie, la baisse de l'audition ou la baisse de la vision, font que les gens qui ont ça développent une maladie plus tard. Ceux qui mangent qui consomment du régime méditerranéen développent des maladies plus tard. Prévention des facteurs de risque. Quoi. Prévention des facteurs de risque qu'on ne connaissait pas à l'époque, parce que bon, on a eu ces résultats. Mais ce qu'il faut voir, pourquoi, c'est pas que on traite la maladie, on fait en sorte qu'elle apparaisse plus tard. Pourquoi est-ce que ce que disait Serge Raffael il y a quelques instants, il y a probablement plus, c'est que le diagnostic n'est posé que lorsque les gens ont des symptômes un peu sévères. Alors qu'ils ont des gros troubles de mémoire. On perd tous la mémoire. Mais entre le moment où vous avez des premiers troubles liés à la maladie et des symptômes un peu sévères, si vous repoussez l'âge de début de ces symptômes un peu sévères, vous allez peut-être mourir à ces âges-là d'autre chose qui fait qu'on ne vous aura pas vu comme un Alzheimer. C'est ça l'intérêt de la prévention dans la maladie. Eh ben, on va continuer cette discussion fort intéressante avec tout de suite la chronique de notre professeur préféré, Eva Soto. Réfois. Eva Soto. Radio J. Et bonjour Eva. Bonjour Nicolas. Notre professeur de l'info préféré aujourd'hui, c'est d'une histoire qui mêle vie et mort dont nous allons parler. Vie et mort qui ne tiennent qu'à un fil pour retracer celui d'une parenté perdue pour celle qui la recherche et qui n'a probablement jamais existé, et sûrement pas pour celui qui a été sommé de l'assumer. L'affaire remonte aux années 80-90. Aurore Drossard, dont la ressemblance avec Yves Montand semble troublante, la jeune femme donc en est certaine, son père
c'est lui. Scénario étayé par Aurore. Elle affirme qu'Yves Montand a vécu une histoire d'amour avec sa mère, Anne Drossard, qu'il a rencontrée sur le tournage du film Vincent, François, Paul et les autres. Elle est une très jeune fille lorsqu'elle apparaît sur les plateaux télé pour le clamer avec sa mère à ses côtés. Oui, elle est bien la fille d'Yves Montand. La justice lui donne raison une première fois. Pourquoi ? Parce qu'Aurore, c'est sûr, elle ressemble à son père, Yves Montand, puis la famille de l'acteur fait appel. L'acteur qui est mort depuis 6 ans, lorsqu'en 1997, la Cour d'appel de Paris décide d'exhumer le corps du père putatif de la jeune femme, 8 ans d'une bataille judiciaire qui aboutit à ce résultat. De son vivant, l'acteur a toujours refusé de se soumettre à des tests de paternité. Il est décidé que l'ADN sera prélevé sur sa dépouille, ce qui signifie donc qu'il faut déterrer le cercueil, l'ouvrir et, pour être direct, prendre l'échantillon sur le corps d'un mort, celui d'Yves Montand. Selon le journal Le Monde, la justice a pris sa décision au vu du rapport du professeur Philippe Rouget, un expert en biologie qui affirme ne pas pouvoir trancher avec certitude sur la paternité sans disposer d'un échantillon d'ADN d'Yves Montand. Il a déjà réalisé une première expertise qui s'est révélée incertaine. Le professeur Rouget s'était appuyé sur une analyse sanguine de plusieurs membres de la famille du comédien, celle de son fils Valentin qu'Yves Montand a eu avec Carole Amiel, sa dernière compagne, de Lydia Livy, la sœur d'Yves Montand, et bien sûr sur Aurore et sur sa mère Anne Drossard. Donc résultat, c'est certain, Aurore est bien la fille d'Anne Drossard, mais pour son père, sans expertise directe, c'est impossible à déterminer avec certitude. Une histoire douloureuse de corps à exhumer, de la mort à revivre bien après, où une jeune fille cherche son père qui n'est plus là et n'a jamais voulu l'être pour elle de son vivant. Mais cette reconnaissance post-mortem, Aurore la veut, elle en a besoin, comme elle l'explique sur les plateaux télé. Non, contrairement à ce qu'affirme Catherine Allégret, la fille adoptive d'Yves Montand, ce combat n'est pas hystérique, mais destiné, selon Aurore, à rétablir une injustice. On écoute Aurore Drossard dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, présentée par Marc-Olivier Fogiel. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où c'était sur la sœur et le fils, génétiquement, il y a le père, la mère, on a 50% du patrimoine, voilà, c'est très compliqué. Bon, en tout cas, derrière ces tests sanguins, c'est pour ça que vous avez fait exhumer le corps. Non, mais je n'ai rien fait exhumer, c'est pas moi qui ai fait exhumer. Alors c'est qui? C'est votre mère? Non plus. Étant donné que justement cette première expertise ne pouvait pas aboutir réellement, c'était pas fiable, et d'ailleurs le professeur Rouget avait dit certaines choses lors de l'émission de Paul Amar. Il n'y avait plus qu'une seule solution, mais moi j'ai rien demandé du tout. C'est parce qu'à partir du moment où on décide de faire appel d'une décision, comment voulez-vous qu'on prouve ma non-reconnaissance si ce n'est poussé? Aujourd'hui, en tout cas, vous ne regrettez pas tout ça. Vous ne regrettez pas finalement qu'aujourd'hui votre mère vous ait dit un jour vous êtes tué peut-être la fille d'Yves Montand? Non, j'en aurais peut-être voulu parce qu'elle m'aurait caché la vérité sur mon père. J'ai envie de savoir d'où je viens. Non, Aurore ne forcera pas et même jamais l'acteur à l'aimer, mais il sera attesté pour elle, elle le veut, elle veut que ce soit attesté que c'est son père, un père absent, un père qui n'a pas voulu d'elle, mais un père quand même. Alors se pose le problème du consentement et ses ayants droit ont déjà fait savoir, Eva, qu'ils ne s'opposaient pas à une analyse génétique après exhumation si elle était estimée nécessaire. La Cour l'ordonne donc. La famille d'Yves Montand se dit choquée. Catherine Allégret évoque la violence d'aller fouiller un cadavre. La dernière compagne du comédien fait part de sa tristesse sur le fait qu'on ne le laisse pas reposer en paix. Mais en revanche, l'avocat de la famille Drossard, maître Gilbert Collard, lui, se félicite de la décision de la Cour d'appel de Paris, même s'il reconnaît que l'application de cette décision de justice est délicate et de justifier au nom de la douleur de sa jeune cliente. Peut-on rester des années et des années dans le doute? Le doute, malgré les expertises médicales et génétiques qui ne confirment pas ce que la jeune fille attend, à savoir qu'Yves Montand est son père. Ce doute, elle le rejette, Aurore le clame. Quoi qu'il en soit, pour elle, son père, c'est Yves Montand. Elle le dit, elle le répète, ce qu'elle a cherché dans la science ne lui a pas apporté ce qu'elle recherchait. Peut-être parce que ce dont elle avait le sentiment d'avoir été privée,
Elle ne l'avait en fait jamais eu. Et près de 25 ans après ce fameux prélèvement ADN infructueux, le 20 avril dernier, la mère d'Aurore, Anne Drossard, a sorti un livre témoignage. Cet enfant qui te tendait les bras, c'est paru aux éditions de l'Archipel. C'est une fille qui me ressemble. Merci voilà. Eva Soto. Merci. Une réaction, professeur Amouyel, alors à cette histoire de l'exhumation du corps d'Yves Montand? Alors ça, c'est un des exemples d'utilisation de ces notions de génétique et de génomique pour répondre à une question liée à la paternité. C'est quelque chose qui est possible en France, sur commission rogatoire et dans la plupart des pays du monde. Ça permet aussi d'identifier les gens de manière extrêmement précise. C'est un outil qui est utilisé par toutes les polices de la planète pour retrouver des intervenants dans des scènes de crime, par exemple. Donc dans cette situation-là, oui, il y a une vraie question, qui sont des questions essentiellement de transmission d'héritages familiaux financiers, qui font que certaines personnes peuvent bénéficier par ces transmissions du moment qu'on a reconnu leur lien biologique de paternité. C'est un peu comme la jeune fille dont je parlais tout à l'heure qui connaît pas ses parents, qui veut les connaître. On a la même situation inverse. Je veux reconnaître mes parents. Et à ce moment-là. Donc, la technique après, c'est d'aller voir de l'ADN. Mais à partir d'un certain... L'ADN, il y en a partout. Hein. Dans cette salle-là, on doit avoir mis tous notre ADN partout. On va le retrouver facilement. Après, chez des personnes qui sont décédées, c'est un peu plus difficile, sauf s'il reste d'anciens objets qui lui ont appartenu, des brosses à cheveux, des brosses à dents, on arrive à récupérer de l'ADN. Et il faut savoir que l'ADN se conserve à peu près 2 millions d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'on a tous un peu d'ADN de Néandertal dans notre patrimoine génétique, parce qu'on a pu séquencer une partie du génome de l'homme de Néandertal. Donc dans ces conditions, la seule façon d'aller le chercher, c'est dans des restes de corps humains. Et généralement, c'est là. Alors, par exemple, la crémation ne permet absolument plus de faire de diagnostic de ce type-là. Il faut une inhumation, et dans le cadre, il faut déterrer la personne, et puis aller prendre un tout petit bout de tissu, extraire l'ADN, et faire un test qui est de la même valeur quasiment que si on le faisait nous-mêmes. C'est vrai qu'on avait pu être étonné tant elle ressemblait quand même à Yves Montand lors du résultat. Tout de suite, c'est la chronique du docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Bonjour, cher docteur Vladimir Mitz. Bonjour, chers amis, c'est passionnant. Je voudrais revenir sur un problème humain qui n'est pas si anodin. On en a parlé en première partie, oui, bien sûr, avec le cas d'Angelina Jolie. Voilà, est-ce qu'on peut se faire enlever alors cette glande mammaire? Voilà l'histoire. Une femme pour laquelle on découvre qu'elle a une génétique qui l'expose à un cancer du sein peut se demander comment va évoluer sa vie. Et la proposition qui a été faite de trouver un traitement où on va enlever la glande mammaire tout en gardant la peau, l'aréole et le mamelon a semblé être une excellente réponse à cette angoisse. Parce que ce qui est en jeu ici, s'il n'y a pas de cancer existant, ce qui existe, c'est une terrible angoisse chez la femme de savoir qu'elle a des chances importantes, plus de 50% des cas si elle a plusieurs gènes positifs, les BRCA1 et 2 et d'autres actuellement. Et donc, sa vie est complètement tourmentée par cela. Alors, figurez-vous que dans les années 60, en 1966, un chirurgien américain qui s'appelait Freeman a mis au point une opération où, par une incision dans le sillon du sein, en dessous du sein, il enlevait complètement la glande mammaire et il ne gardait que la peau, l'aréole et le mamelon. C'est pas une opération facile parce que quand on fait cet évidement, la peau peut mourir. Donc il fallait vraiment mettre au point une technique pour savoir qu'est-ce qu'on gardait, quelle était l'épaisseur des tissus que l'on gardait et qu'est-ce que l'on pouvait enlever. Alors ça a été un moment très important parce que dans les 10 ans qui ont suivi, à la Mayo Clinic aux États-Unis, il y a eu donc des études qui ont été faites sur de très grands nombres de femmes qui ont subi cette mammectomie sous-cutanée et effectivement, on a pu démontrer qu'il n'y avait une diminution du risque et qu'il n'y avait que 5% de risque à 10 ans sur le fait que la femme développe encore un cancer du sein, bien que l'on ait enlevé la glande mammaire. Donc le risque existait, mais vraiment extrêmement réduit. Dans les années 70, en France, un chirurgien qui s'appelle Jean-Pierre Lalardrie, qui a été mon maître quand j'ai fait ma thèse sur la réduction des seins, a importé cette technique qu'il a essayé de propager en France en la présentant dans les congrès de chirurgie mammaire. Et lui était un particulier parce que il aimait bien les seins tout petits. Et donc le fait d'enlever la glande mammaire lui permettait simplement, en rétrécissant la peau, de faire quelque chose qui était joli, un joli sein mais beaucoup plus petit et fait essentiellement de peau et de graisse.
Et cette technique, ensuite, elle a été développée par un autre chirurgien qui s'appelle Jacques Régnier, à l'hôpital Boucicaut, qui a mis au point une technique où non seulement on enlevait la glande mammaire par cette incision, mais l'incision était cachée, elle était située dans les selles. Et donc, cela avait beaucoup amélioré les résultats. Toutefois, moi qui opérais dans le service juste à côté, en face, eh bien, j'ai constaté que beaucoup de ces femmes étaient très malheureuses. Elles n'étaient pas contentes, en réalité. Certaines femmes disaient au chirurgien, oui, je suis contente. Mais quand le chirurgien avait le dos tourné, franchement, il m'a dit que j'allais me faire opérer, on allait m'enlever mes seins, mais que je me réveillerais avec mes seins, avec 2 vrais seins. C'était pas vrai. C'était des prothèses, elles étaient froides. Parfois, il y avait des coques. Le résultat esthétique était pas bon, c'était pas symétrique. Et donc, il s'est créé un problème qui a fait que, dans ces années-là, j'avais trouvé un slogan qui était de dire « Tant qu'il n'y a pas de cancer du sein, il n'y a pas de cancer du sein ». Et pourquoi est-ce qu'on a développé un peu cette contre-offensive? Parce que, malgré tout, la réparation qui est possible quand il y a eu un cancer du sein, soit par la mise en place de prothèses, soit par la mise en place de graisses, ne donne pas à tous les coups des résultats qui sont formidables, fantastiques. Et un certain nombre de femmes en sont mécontentes, trouvent que leur vie est gâchée. Alors on ne sait pas ce qu'en pense actuellement Angelina Jolie avec le remplacement de ses seins par des prothèses mammaires. En plus, on lui a créé une sorte de ménopause en enlevant les ovaires, hein. les 2 ovaires. Et donc la question reste posée pour les femmes qui ont ces gènes qui les condamnent en quelque sorte à l'angoisse dans le futur. Il existe dans les hôpitaux où on fait actuellement des mises en place de cliniques pluridisciplinaires où il y a un chirurgien spécialiste du sein, un oncologue et puis aussi un généticien pour savoir dans son cas, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Quelle est la meilleure solution? Le but est de calmer l'angoisse. Il n'est pas de guérir le cancer, peut-être de le prévenir un tout petit peu. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé dans la matière du cancer du sein? On a assisté à une désescalade. C'est-à-dire qu'on n'enlève plus quand il y a eu un cancer du sein, vrai, développé. On ne va pas complètement arracher et enlever le sein. On fait des opérations qu'on appelle les tumorectomies, auxquelles on associe des chimiothérapies actives et la radiothérapie. Et donc, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller se faire enlever les 2 seins? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se faire surveiller très régulièrement? Et dès qu'il y a un petit doute, eh bien, à ce moment-là, aller vers la tumorectomie. Ce n'est pas encore parfaitement tranché et il y a encore une préconisation qui reste, qui est que si les femmes ont plusieurs gènes positifs au cancer du sein, on leur recommande quand même de subir cette mammectomie sous-cutanée avec une reconstruction immédiate. Le bilan alors de tout ça, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait une réussite pour la femme, donc c'est la surveillance, surveiller voilà, et voir. Le plus important, c'est quand même comme en tout la surveillance et la prévention. Je rappelle que cette surveillance, c'est l'autopalpation, mais qui n'est pas très facile, qui est aussi le fait d'une consultation en gynécologie au moins 2 fois par an et surtout une mammographie après, oui, l'imagerie obligatoire après de 40 ans qui permet de déceler les petites images à risque. Professeur Amouyel, peut-être une réaction. Juste après, je vous interroge sur le Covid. Donc, pour terminer la réaction est simple, elle démontre exactement ce que doit être l'analyse génétique. C'est-à-dire, c'est pas, vous allez sur Internet et vous trouvez BRCA1 puis vous savez pas quoi faire. Il faut le faire dans un environnement pluridisciplinaire avec des psychologues, des psychiatres qui vont savoir votre capacité à encaisser la nouvelle avant de vous la donner. En particulier pour les cancers, on fait ça, c'est-à-dire que les gens veulent quand même faire un test cancer, mais des fois ils veulent pas avoir la réponse. Donc jusqu'au bout, ils pourront toujours refuser. Donc il faut cet environnement-là, on vous impose la réponse. Et par ailleurs, c'est typiquement ce qu'a décrit mon confrère, c'est la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus important? Pour Angelina Jolie, ce qu'elle voulait, avec l'histoire lourde familiale qu'elle avait, c'était voir grandir ses enfants. Donc c'est dans ce contexte-là, quand elle a fait une lettre ouverte dans le Washington Post, où elle explique les raisons de sa mammectomie, c'était par rapport à cette surveillance. C'est-à-dire que l'idée d'avoir que plus de 80% de risque de faire une maladie, surtout qu'il y avait ces cas familiaux, contre 5%, était quand même un élément en sa faveur. Dernière question sur le Covid. Alors, vous avez beaucoup fréquenté les plateaux au moment de l'épidémie. Là, on voit qu'il y a une résurgence en Chine. En 30 secondes sur le Covid, vous dites que si les vaccins n'avaient pas été développés, on y serait peut-être encore? Oui, complètement. C'est-à-dire que la réponse sur le Covid, elle est simple. Vous remettez les gestes barrières dès que vous êtes enrhumé, que vous avez le nez qui coule pour pas infecter vos petits camarades, parce que plus personne fait de test. Clair là-dessus. Plus de personne fait de gestes barrières. Il n'y a plus rien. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut les remettre. Et deuxième élément, vous allez vous faire vacciner, surtout si vous avez plus de 65 ans, que vous êtes immunodéprimé, que vous êtes une femme enceinte et que vous avez des maladies chroniques.
Point. Et bien pour prolonger cette discussion absolument passionnante, intéressante, la génétique au cœur, Philippe Amouyel, Héloïse Chauchois chez Dargaud, et on se régale avec cette bande dessinée. Merci professeur d'être venu, merci docteur Vladimir Mitz, docteur Serge Rafal, docteur Surpin et Eva Soto. Allez, à la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.